cliquez, roulez. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Didier Guillaume, qui est ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Oui. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Avant de parler du compte à rebours des européennes, l'élection dimanche, donc vous participez bien ce matin au premier conseil de défense écologique. Hein, c'est ça, ça va ressembler à quoi alors ce conseil ? Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, à quoi ça va servir. Oui. Ça va servir à mettre de la cohérence dans la lutte contre le réchauffement climatique, à mettre de la cohérence dans les actions du gouvernement, des associations, de celles et ceux qui veulent faire en sorte que de dire le climat, c'est l'enjeu numéro 1. Nous ne pouvons pas laisser à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, à nos arrière-arrière-petits-enfants, une planète qui sera pourrie. Une planète sur laquelle on ne pourra pas respirer. Une planète dans laquelle la biodiversité disparaîtra. Alors tout le monde y travaille. Les organisations non gouvernementales qui font un travail remarquable, le gouvernement, les associations, les partis. Mais il était temps, je crois, et Emmanuel Macron a eu cette idée de regrouper tout le monde et de travailler, non plus comme l'on dit dans le langage technocratique, en silo, chacun dans son coin, mais de travailler ensemble. La lutte pour la préservation du climat, c'est collectif, c'est la France. Oui. C'est l'Europe en même temps. Bon, hasard ou pas quand même à quelques jours des élections européennes ? C'est de l'opportunisme, disent les Verts. Oui, mais les Verts, on voit bien qu'aujourd'hui, dans leur... C'est vrai qu'au moment où ils sont plutôt assez hauts dans les sondages, organiser une réunion sur la transition, en quelque sorte, sur la transition écologique, c'est pas un hasard. Ils sont 2 fois moins hauts dans les sondages que ce qu'ils n'étaient aux dernières élections européennes. Ça vous a pas échappé, vous êtes un observateur. Oui. Donc je pense pas qu'ils soient vraiment très hauts dans les sondages. Bon, ils sont mais entre les Verts, 6 et 10, quoi. Les Verts, c'est la politique de la parole, c'est la politique de Yaka Faucon. Nous sommes la politique du faire, pas du dire. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils se font bouffer la laine sur le dos. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne font rien. Parce que c'est le ministère de la parole. Mais que font-ils à Bruxelles ? Que font-ils en France ? Nous voulons de l'action concrète. Et aujourd'hui, c'est pas de l'opportunisme de faire cela. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République est allé pendant plus de 100 heures dans la France entière, écouter, entendre, débattre. Il en a tiré des convictions personnelles. Il l'a dit dans sa conférence de presse du 27 avril. J'ai changé parce que la France m'a changé, parce que les Français m'ont changé. Et l'objet numéro 1, c'est le Conseil de défense écologique. Ça tombe là parce que la conférence de presse a eu le 27 avril. Oui. En même temps, c'est pas parce qu'il y a des élections qu'il faut s'arrêter. Nous travaillons sur le pacte productif, nous travaillons sur la décentralisation, nous travaillons sur les services publics, parce que pendant les travaux, la vente continue, si je peux m'exprimer ainsi. Et pendant les élections, le gouvernement travaille. Didier Guillaume, les agriculteurs sont un peu inquiets parce que, évidemment, dès qu'on parle d'écologie, certains disent oui, il faut y venir, y parvenir, mais c'est compliqué. Comment concilier justement aujourd'hui agriculture et écologie ? On l'a vu dans l'affaire du glyphosate, c'est particulièrement compliqué. Oui, c'est toujours tendu, mais je ne crois pas que les agriculteurs sont inquiets. Moi, je les vois régulièrement, nous discutons beaucoup. Alors, on voit pas les mêmes alors parce que, je sais pas, peut-être qu'on voit les mêmes aussi. Cet après-midi, je réunis les comités de suivi des plans de filière pour la baisse des phytos, demain encore. Aujourd'hui, les agriculteurs disent « Nous sommes prêts à la transition agroécologique ». Mais le temps de l'innovation, le temps de la politique n'est pas le temps totalement de la transition agricole. Parce que ça met du temps de faire bouger les pratiques. Et moi, ce que je veux, c'est à la fois afficher cette orientation de dire la transition agroécologique, elle est absolument indispensable. La sortie du glyphosate, la fin de la dépendance aux produits phytosanitaires, le fait de faire de l'agronomie, de faire de la couverture des sols, de la rotation, de travailler différemment. Eh bien, il faut le faire à un certain rythme. Oui. Et on ne peut pas demander aux agriculteurs l'inverse demain de ce qu'ils ont fait hier. Et moi, je trouve que la filière économique agricole est la filière qui s'est le plus transformée, qui s'est le plus modernisée. Il n'y a pas une autre filière économique qui a autant pris en main la transition agroécologique. À tel point que les agriculteurs parfois sont désarçonnés, il y a des dépressions, il y a des difficultés à faire face. Mais évidemment, d'abord parce que beaucoup d'entre eux ne gagnent pas leur vie. Oui, parce qu'ils ils travaillent comme des malades. En plus de ça. Moi jamais. Moi je suis le bouclier contre l'agribashing, le bouclier entre ceux qui les attaquent et les agriculteurs. Oui. Les agriculteurs ne sont pas des pollueurs. Oui. Les agriculteurs ne sont pas, ils vivent dans l'air, ils vivent dehors, ils vivent dans les champs. Ils auront envie de s'empoisonner. Oui. Les agriculteurs ne sont pas des pollueurs. Ce ne sont pas des empoisonneurs. Je veux réaffirmer ici, à Sud Radio, par rapport à tous votre auditeur, notamment ceux du sud de la France, qui aiment manger, qui aiment boire du bon vin,
qui aiment faire la fête, que l'agriculture, la nourriture, l'alimentation française, elle est saine, elle est sûre, elle est durable, que nous avons la meilleure alimentation en France. Malgré les produits, donc il faut sortir de la dépendance de ces produits. Didier Guillaume, est-ce que justement l'Europe est un bon moyen d'y parvenir? Est-ce qu'on peut défendre une harmonisation des contrôles et des règles? On se souvient de beaucoup de scandales sanitaires qui venaient notamment d'Europe de l'Est et centrale. Quoi. Oui, la viande polonaise, frauduleusement il y a quelques temps. Elle est indispensable. Elle est indispensable. S'il n'y a pas d'harmonisation européenne, alors oui, les agriculteurs continueront de nous dire l'Europe, elle ne nous protège pas. Au contraire. L'Europe nous pose problème. Ils se disent ça depuis 20 ans, 30 ans, quoi. Oui. Bien sûr, mais depuis 20 ans, 30 ans, nous n'avons pas assez réussi, même s'il y a eu des avancées, à faire de l'harmonisation entre, par exemple, on va appeler un chat, entre l'agriculture espagnole et l'agriculture française. L'agriculture du sud de la France, elle est proche de l'agriculture espagnole, sauf que la main-d'œuvre n'est pas au même prix, et les traitements ne sont pas au même prix. Oui, on a entendu les viticulteurs dans le journal tout à l'heure, dans l'Aude, qui sont particulièrement inquiets. Ils disent, mais on ne fait rien contre la concurrence espagnole, la main-d'œuvre. On ne va pas assez vite, bien sûr, mais on fait. J'ai rencontré lundi à Nîmes des viticulteurs gardois qui m'ont dit la même chose, mais évidemment, on ne peut pas continuer cela. Quand je vais à Madrid... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je vais à Madrid voir mon collègue ministre espagnol de l'Agriculture, je lui dis, si on continue comme ça, les agriculteurs ne pourront pas accepter les règles de l'Europe. Les règles de l'Europe, ça doit être l'harmonisation fiscale et sociale. La directive sur les travailleurs détachés, dont nous avons déjà gagné la première étape. On avait dit Macron n'y arrivera pas. C'est fait. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié d'un autre pays travaille en France, il est payé sur les bases françaises. Mais il paye encore des cotisations sur les bases de son pays. Mais il faut aller plus loin. Il faut que la main-d'œuvre soit la même partout. Il faut faire sur remonter. Les travailleurs détachés, mais en même temps sur d'autres qui travaillent dans ces pays, en Espagne et ailleurs. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et puis quand on dit il faut sortir des traitements, il faut sortir du glyphosate. À quoi cela servirait-il que nous sortions du glyphosate en France si les Français mangent des produits avec le glyphosate issus d'autres pays de l'Europe? Donc nous allons sortir du glyphosate au 1er janvier 2021 et nous ne laisserons personne sans solution. Ce n'est pas un recul, c'est du pragmatisme. Moi, je ne veux pas la fin de l'agriculture et je ne veux pas que du jour au lendemain, on soit submergé de produits traités par le glyphosate, mais nous allons à marche forcée, nous travaillons avec des agriculteurs qui l'ont bien compris pour sortir du glyphosate et en même temps, il faut que les autres pays sortent aussi du glyphosate. Question à l'ancien socialiste Didier Guillaume. Sur le plan politique, on apprend qu'un nouveau parti pourrait voir le jour pour accueillir la gauche Macron compatible. Bon, déjà, vous êtes Macron compatible. Vous êtes toujours de gauche ou pas d'ailleurs? Ah oui, bien sûr, oui. Bon, donc, alors, c'est vous qui êtes en train de... Vous êtes à la manœuvre? Ah bah si, vous êtes à la manœuvre. Et avec ce sas qui serait mis en place d'un nouveau parti, non? Non, je ne sais pas s'il faut un nouveau parti. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'électeurs de gauche à la dérive. Énormément d'électeurs de gauche qui s'interrogent, qui voient que l'offre qui leur est faite, et on le voit bien pour les européennes par le Parti socialiste, n'a même pas de candidat tête de liste. Donc on voit qu'il y a cette social-démocratie qui est en difficulté, comme dans tous les pays européens. Et donc l'objectif, c'est de se dire, mais Emmanuel Macron est le président de la République française. Il incarne à la fois le en même temps, et de droite et de gauche. Pourquoi, lorsqu'on est de gauche, si on mène une politique correcte, les gens de droite diraient l'inverse? C'est ce qu'on a vu pendant 20 ans, c'est ce que les Français ne veulent plus. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, ce que dit le président de la République, il faut élargir la majorité présidentielle à toutes celles et tous ceux... Non mais ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Non, mais je ne vous parle pas de non dans un gouvernement. Je ne vous parle pas de non dans un gouvernement. Je vous parle simplement de dire, il y a des Françaises et des Français qui sont là, qui sont, entre guillemets, en l'air, qui attendent des actes, qui attendent des choses, et qui pourraient venir s'engager, venir nous aider à mener des idées. C'est cela l'objectif. Mais il pourrait quand même y avoir un parti, pourquoi pas, pour fédérer. Ça fait partie des hypothèses ou pas? Moi, je vais vous dire mon sentiment totalement personnel. Je ne crois plus aux partis politiques. Je ne crois plus aux partis politiques qui sont dogmatiques, je ne crois plus aux partis politiques qui sont sectaires, et je pense que l'heure n'est plus aux partis politiques. L'heure est au débat d'idées, l'heure est au rassemblement des bonnes volontés, des femmes et d'hommes qui ont des idées à dire, qui veulent parler Europe, mondialisation, qui veulent parler climat, qui veulent parler agriculture, qui veulent parler social, qui veulent parler... Voilà, c'est cela l'objectif. Et c'est ces gens-là, c'est ces femmes et ces hommes qu'il faut les rassembler sur des idées. Alors ça a commencé déjà, j'ai vu Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, il y en a quelques autres, il y en a qui frappent à la porte, qui sont prêts à travailler avec vous? Non, mais là, vous évoquez celles et ceux qui pourraient soutenir ou qui soutiennent déjà, comme Elisabeth Guigou, la liste Renaissance d'Emmanuel Macron et Nathalie Loiseau. Là n'est pas la question. La question, c'est pas du débauchage
C'est pas je vais mettre ma pastille, mon tweet pour dire je vote un tel. Très bien, tant mieux et merci à celles et ceux qui le font. Et il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Des anciens socialistes, Jean-Marie Le Guen à Paris qui viennent le faire et d'autres. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que nous sommes capables de bâtir durablement une majorité présidentielle qui puisse tenir le navire français dans une Europe agitée et dans un monde en pleine effervescence. Est-ce que vous avez le sentiment, Didier Guillaume, d'avoir trahi ? François Hollande dit qu'il a le sentiment qu'autour de lui et dans le gouvernement actuel et Emmanuel Macron, il y a beaucoup de trahison. François Hollande, malheureusement, que j'ai servi loyalement, est dans l'aigreur totale. François Hollande n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles. Il regrette d'ailleurs. Il le regrette, oui, mais s'il le regrette, c'est bien qu'il y a eu des raisons pour lesquelles il ne s'est pas représenté. Et aujourd'hui, quand nous travaillons sur les travailleurs détachés, quand nous faisons la loi mobilité, quand nous faisons la loi travail, ce sont des mesures sur lesquelles nous avions travaillé avec le précédent gouvernement. Donc moi, je n'ai pas le sentiment de trahir, j'ai le sentiment de poursuivre. Ouais. Alors que la trahison, c'est l'élection présidentielle, c'est le fait que le candidat socialiste à l'élection présidentielle a eu un programme à gauche toute et pas le programme de la social-démocratie française. La trahison, c'est aujourd'hui la liste aux élections européennes. D'ailleurs, je dis qu'à l'intérieur du Parti socialiste, beaucoup de mes anciens amis, de mes anciens camarades ne sont pas contents et je pense qu'il y aura règlement de compte après les élections. Mais peu importe, tout ça ne m'intéresse plus. Michel Sapin dit que le meilleur candidat, finalement, ce serait François Hollande. Il doit revenir, François Hollande, ou pas ? C'est pas mon problème. Ça en fait partie puisque vous travaillez sur cette gauche compatible. Non, mais c'est pas mon problème. Je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il n'a pas été battu. Il n'a pas pu se présenter. Je ne suis pas sûr qu'il puisse se présenter à nouveau. Ce que je souhaite, moi, c'est que ce gouvernement réussisse à l'intérêt de la France. Ouais. Moi, je préfère mon pays à un parti. Moi, ce ne sont pas des intérêts boutiquiers, des intérêts de revanche, des intérêts d'aigreur qui m'importent. C'est la France, en Europe et dans le monde. Oui, je pense, malheureusement, mais ça on peut le comprendre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est dramatique ce qui s'est passé. C'est absolument dramatique. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron est là. Il est le dépositaire à la fois d'une volonté, c'est libérer, protéger, d'une volonté d'ouverture social-démocrate et à la fois de consolidation économique. C'est ça qui m'intéresse. Le mot de la fin, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, avec Cécile Ménibus. Oui, avec une double actualité ce week-end, les européennes, on le sait, et les élections aussi municipales à Barcelone de votre ami Manuel Valls, qui est un petit peu à la traîne en matière de sondage. Il a déclaré que s'il perdait, il resterait là-bas. Est-ce qu'il paie ? Est-ce qu'il, en tout cas, il manque à la France ? Je pense en tout cas que s'il était là aujourd'hui, il aurait un rôle majeur à jouer par ses analyses, par sa façon d'aborder les choses, évidemment. Mais il a fait un choix politique. Moi, je l'ai régulièrement. Il est heureux. Je pense qu'il a voulu changer de vie. Mais s'il ne gagne pas, il ne sera peut-être pas heureux. De toute façon, en France, il n'était pas ministre, il n'était pas Premier ministre. Il ne serait pas redevenu. Il pourrait revenir, justement. Non, je ne crois pas du tout. Je pense qu'il veut faire ce qu'il m'en a dit, en tout cas, et ce qu'il dit dans la presse, si j'ai bien lu. Il veut faire sa vie à Barcelone, en Espagne. Mais il aurait une place en tant que quoi, s'il revenait ? Une place sur l'aspect moral, sur les prétentions politiques. Vous savez, quand Emmanuel Macron nomme l'islamisme politique, parle de la loi de 1905, parle de laïcité, moi ça me va très bien, je retrouve totalement mes idéaux, ce que je pense. Non, mais sa voix ne manque pas puisqu'il est parti. Il faut arrêter de regarder derrière. Il n'y a que les cimetières qui sont pleins de gens irremplaçables. Donc sa voix ne manque pas. Aujourd'hui, il pourrait avoir une place politique en France, évidemment, et on entendrait sa voix. Il a fait le choix de partir à Barcelone. Je lui dis suerte et j'espère qu'il fera le meilleur score possible pour être élu maire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Vous avez un Pas invité. Bon vent, bonne chance. Suerte, on dit en espagnol. Vous avez un invité surprise. Salut Didier, c'est Bernard Laporte. Et on se connaît bien. L'an dernier, c'est moi qui t'avais proposé la direction du groupement des Républiques dans la Coupe du Monde de rugby 2023. Bon, finalement, c'est toi qui m'as plaqué au sol en refusant le poste. Bon, on va pas se mentir. Tout le monde savait que tu te prédestinais à devenir ministre de l'Agriculture, vu que, comme on l'a dit, tu as été directeur de campagne de Manuel Valls aux primaires en 2017, une vraie tête de mule. Bon. Et au sujet de la peste porcine qui sévit actuellement, la France est épargnée, alors qu'en Belgique, 657 sangliers sont déjà morts. Alors ma question, penses-tu que, comme à la peste, l'extrême droite s'arrêtera avant de franchir nos frontières ? Le problème de la ligne Maginot, c'est ça, c'est qu'on n'imaginait pas que la ligne Maginot serait franchie, par contre elle a été contournée. D'accord, comme le nuage de Tchernobyl. Exactement. Merci beaucoup. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, était l'invité de Sud Radio ce matin. Et Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20 sur Sud Radio, 7h57. Restez avec nous et merci de votre fidélité à Sud Radio.